Au milieu de la Méditerranée, la Sicile est la plus grande des îles. À distance égale de la Libye et de Marseille, de Gibraltar, de Beyrouth, de la Tunisie et de Rome, elle est le premier carrefour maritime de Méditerranée. Les hommes s'y installent depuis les premiers âges, et dès lors, tous les peuples se sont battus pour la posséder. Cananéens, Grecs, Phéniciens, Romains, Albanais et Arabes, même les Normands sont venus la conquérir. Oui, la Sicile a été normande. C'était au Moyen-Âge. Et c'est au cœur de Palerme, dans la plus ancienne de ses forteresses, que se niche le plus vibrant de ses trésors. La chapelle palatine du roi Roger II de Sicile. « 38 mètres de longueur et 12 de large. Une coupole surplombant à 18 mètres de hauteur. Un plafond à caisson de bois unique au monde. La chapelle palatine compte 424 mosaïques déployées en 314 tableaux. Elles occupent 1800 mètres carrés de murs de leur tesselle d'or, d'argent et de lumière. Il n'est pas un centimètre de ces murs, sol et plafond, qui ne soit orné, décoré, enluminé. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette chapelle tient son nom de Palatine parce qu'elle est justement une chapelle de palais. Au début de son règne, Roger II doit imposer sa légitimité. Il est normand. Lui et ses hommes sont peu nombreux, au milieu d'une population sicilienne majoritairement arabe, grecque, juive, albanaise et alexandrine, indienne et persane même. Alors, le jeune monarque prend une décision inattendue pour son époque. Dès le début du règne, la chapelle palatine devient le miroir, le tableau noir, où Roger II exprime sa philosophie politique. Si les murs de la nef et de l'abside sont réservés à la foi chrétienne, le plafond est dédié à la diversité des cultures, qu'il veut voir coexister dans son royaume. Chaque caisson de bois, façonné par des ébénistes maghrébins, est peint ensuite par des artistes venus d'Égypte. Roger II y exprime les valeurs de cosmopolitisme qui s'épanouissent à sa cour. On y lit partout le profane, la liberté, la danse, la joie, la musique et le jeu. Sorte de Roméo et Juliette d'Arabie, on voit ici les deux amants maudits fuir à chameau dans le désert pour y perdre leurs amours interdites. Rare et très cher, venu d'Égypte,
Inséré en grandes plaques dans les murs et le sol de la chapelle, le porphyre rappelle l'importance de ce lieu comme celui où se concentre le pouvoir du souverain. Pendant le règne de Roger II, la ville de Palerme est si riche qu'elle génère chaque année un trésor d'État équivalent à celui de l'Angleterre tout entière. Chapelle et palais profitent de la manne financière du royaume. L'ouvrage reçoit tant de soins que près de 1000 ans plus tard, il est encore debout. Rénové entre 2005 et 2007 par le restaurateur d'art Giuseppe Ingui, la Palatine est surveillée et entretenue chaque jour dans ses moindres recoins par les élèves des Beaux-Arts de Palerme. On ne compte plus le nombre de tesselles de mosaïques, ces petits bouts de verre, de marbre ou de porphyre qu'il a fallu pour couvrir la totalité des murs de cette chapelle. La technique de découpe, telle que la manient les restaurateurs aujourd'hui, n'a pas changé depuis 2 millénaires avant Jésus-Christ. De l'avis des historiens de l'art, la technicité et l'esthétique de la mosaïque a atteint dans cette chapelle des sommets inégalés ailleurs. Partout où brille l'or ou l'argent, ces métaux précieux ont été martelés en fines feuilles, enserrées dans le verre. Et quand il ne s'agit pas d'or ou d'argent, les plus précieux des matériaux rivalisent. Marbre, serpentine, cipolin, lapis lazuli. Pendant 12 ans, les artistes mettent le meilleur de leur art au service de Roger II et de son message. Ce qu'il contient va parfois au-delà des croyances conventionnelles. Alors la chapelle révèle quelques secrets que seul le regard des initiés peut lire. Al-Idrissi arrive à la cour de Palerme avec des manuscrits qui remontent à l'Égypte ancienne. Les Arabes en ont hérité des chrétiens coptes d'Égypte, qui les avaient traduits de l'égyptien à l'arabe. Ces textes sont indéniables. Les pharaons savaient déjà, 2 siècles avant Jésus-Christ, que la terre était ronde. Défenseurs de cette idée de rotondité du globe terrestre, Roger II et Al-Idrissi mettent 20 ans à rédiger un atlas à l'usage des commerçants voyageurs et des marins du royaume. Sans satellite ni moyens modernes, ils tracent une planisphère où l'on reconnaît déjà l'Europe, la Méditerranée et même le delta du Nil. Ensemble, ils cherchent à mesurer le diamètre de la Terre. Leur calcul donne 37 000 kilomètres. Le roi normand et le savant arabe, au XIIe siècle, ne se sont trompés que de 3 000 kilomètres. Achevée 30 ans avant la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la chapelle palatine du palais des Normands de Palerme étonne encore le monde par sa beauté, sa lumière et la profusion inégalée de ses mosaïques et de son plafond. Avec cette chapelle, Roger II a jeté un pont entre les mondes. Le résultat, inattendu, est aujourd'hui confirmé par les historiens de l'art. C'est de cette île, au centre de la Méditerranée, dans ce royaume éclairé de Naples et de Sicile, qu'est née la Renaissance italienne. Il Sud Italia, la terra dell'incontro, dove le culture si fondono. Lo sappiamo, la nostra civiltà nasce in Grecia. Poi, nell'VIII secolo a.C., sbarca in Sicilia. Qui i greci portano il loro pensiero. Qui si creano nuove suggestioni. Nascono città che saranno fari del Mediterraneo. Basti pensare ad Akragas, la moderna Agrigento. Mastro.
Ma i tesori archeologici di Akragas non smettono di stupire. Recentemente, ad esempio, una campagna di scavi ha restituito ad Akragas l'antico teatro della città. Si tratta di un teatro di periodo ellenistico con un diametro, pensate, di circa 100 metri. Questo museo è ricchissimo di reperti. Lasciare la Sicilia e sbarcare in Calabria vuol dire mettere piede nella Magna Grecia. Qui iniziano le colonie greche della penisola. Qui questa civiltà raggiunge vette ineguagliate anche in madrepatria. Due testimoni silenti di questa età d'oro adesso riposano a Reggio Calabria. Sono i bronzi di Riace. Due meraviglie che hanno attraversato indenni i secoli, il mare, e sono arrivate fino a noi. Due statue che il Marionio aveva inghiottito e poi restituito nel 1972. Risalgono al V secolo a.C., il secolo di Socrate, Pericle, Platone. Rappresentano uno dei momenti più alti della scultura di tutti i tempi e il più importante rinvenimento archeologico del XX secolo. Eppure, ancora oggi, i bronzi di Riace sono avvolti nel mistero. Chi sono? Da dove vengono? Dove erano destinati? Chi è l'autore? La terra di fusione proviene da Argo e quindi probabilmente lì sono stati realizzati. Ma non c'è praticamente scultore greco a cui i bronzi non siano stati attribuiti. Chi non avanza un nome per l'autore propone le più svariate origini, dall'Attica al Peloponneso, dalla Magna Grecia all'Etruria. Ma chi sono? Potrebbero essere due atleti specializzati nella corsa con le armi, o potrebbero essere due guerrieri, ma particolari. La nudità nell'arte greca ci porta alla dimensione eroica, alla dimensione del mito. L'incertezza contribuisce al fascino che emanano, ritti sul loro piedistallo, ci guardano e il loro sguardo intimidisce. La Sicilia, la Magna Grecia, il Sud Italia. Ci sarebbe ancora molto da ammirare, da raccontare. Ma per conoscere l'Italia, e non basta una vita, bisogna riprendere il viaggio per andare alla scoperta di nuovi tesori, di nuove meraviglie.